Mais bon, ce n'est pas l'hernie discale lombaire, donc ça doit être déterré. L'hernie discale dorsale. Alors la hernie discale, c'est quoi? Le disque déshydraté se fissure. Le nucléus qui est, lui, encore hydraté, bah, la pression, il transmet, puis il part dans la fissure. Hernie. Malheureusement, quand on a affaire à des radiologues, que ce soit en scanner ou en IRM, on vous parle surtout de l'hernie, le disque. On ne vous dit rien sur les articulations, on ne vous dit rien sur l'état des muscles, on ne vous dit rien sur l'espace ici. Parce que cet espace-là qui s'affaisse, cet espace-là en fait autant. Puis je vous assure, ça fait mal quand ça pince ici. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Baastrup, qui est très rarement décrit dans les commentaires radio. Équivalent au syndrome trophostatique. Tout à fait. De 16. Tout à fait. Donc la douleur, elle est interépineuse. Hyperlordosée. Voilà. Et ce n'est pas une douleur de hernie discale. On vous dit, oh, il n'y a pas de hernie, donc vous n'avez pas mal. Ah non, ça n'a rien à voir. La douleur, elle peut aussi bien venir de ça que des muscles. Alors les muscles, combien de fois sont-ils atrophiés en dégénérescence graisseuse? Aucun commentaire. Et pourtant, ce sont des muscles essentiels. Alors essentiels pourquoi? On passe ce schéma-là. Ça va? Tout le monde suit? C'est la biomécanique de haute voltige. Ah, c'est la biomécanique. Mais ça rentre parfaitement dans le discours, parce que tu es en train de... Je t'écoute avec une très grande attention, et tu es en train de trouver des explications à une partie de la sémiologie que nous rencontrons. Et peut-être ici dans la salle, il y a des personnes qui... On en discutera cet après-midi. C'est le pivot ou c'est quoi? C'est celui-là, oui, celui-là. L3. Voilà, L3 elle est ici. Alors on est censé avoir 5 vertèbres lombaires mobiles pour définir une lordose, un creux. Très cultivé à Paris ici, Crazy Horse. Voilà. Et donc au-dessus de cette lordose, on a une syphose, puis à nouveau une lordose pour équilibrer la tête. On a représenté ici, par Kapandji, effectivement des chaînes musculaires qui démarrent d'en bas, iliaque, qui vont vers L3, puis à nouveau, qui ce qu'on appelle le long du dos, qui à nouveau remonte jusque la première côte. Autrement dit, notre haubanage vertébral se centre ici. Pourquoi ici? Parce que c'est la vertèbre la plus mobile en fait. Ces deux vertèbres L4 et L5 sont enchâssées dans le bassin et reliées par des gros ligaments. Alors bien reliés, mal reliés, je ne sais pas non plus. Ces deux vertèbres ici sont très mobiles en flexion-extension. Mais par contre, pour ce qui est de l'orientation tridimensionnelle, L1, L2, L3 sont forcément essentiels. Les dorsales, direz-vous, les dorsales, il y a des côtes. Alors, où il y a des côtes flottantes, ça ne bloque pas trop, mais il y a des côtes liées au cartilage chondrosternal, ça ne bouge pas beaucoup. Pourtant, si, ça bouge beaucoup en rotation. Le pic de rotation vertébrale est en D7, D8. Pointe de l'omoplate, la 7e dorsale, pratiquement. Si vous faites de l'hélicoïdal, je ne sais plus, ou l'elliptique, méfiez-vous, vous risquez d'avoir des grosses douleurs en D7, D8, parce que vous allez mettre beaucoup d'efforts de torsion. Si vous n'êtes pas dans l'équilibre D7, D8, ça va provoquer ce qu'on a dit tout à l'heure, pincement, déshydratation, contracture, douleur. Donc les rotations, c'est quand même aussi en dorsale. Alors c'est très souvent, on a des douleurs dorsales. En lombaire, revenons-y. En lombaire, donc on a ces petits muscles intervertébraux qui règlent et ajustent le mouvement et le placement, mais qui constituent une grande chaîne de mise en tension. Évidemment, on a plein de dos d'être en tension. C'est ce qu'on ressent. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans l'équilibre. Si on était dans l'équilibre, il n'y aurait pas d'effort à faire. Mais si vous vivez comme ça, plié, 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 vous êtes tout le temps en effort de maintien. Donc en tension de ces chaînes. Si vous vivez comme ça, vous êtes en effort de pression. En bas. C'est pas bon. Et puis assis, comme beaucoup de nos ados, comme ça, et puis d'effort là. Mais alors la pression, 40% de plus, au niveau des disques lombaires. C'était mesuré par Manval, le nordique, je ne sais plus si c'est suédois ou norvégien, enfin, ça a été mesuré in vivo, des volontaires qui ont fait ça. Capteur de pression dans les disques. Ouais, tu es nordiste, pas nordique. Nordiste. Oui, nordiste. Non, pas fou. Bon, donc, la pression augmente et donc,
le mouvement d'hydratation, il est plus difficile à réaliser, forcément. Et donc, on se déshydrate à vivre assis, on n'est pas fait pour être assis, et assis en syphose. La pression est augmentée de 40% mécaniquement, en syphose. C'est pas bon. Le dossier, c'est pas bon du tout. Les fauteuils, les mous, les canapés, horreur. Il faut s'asseoir à cheval. Mais bon, on ne fait plus de cheval, donc on ne va plus à cheval. Dommage. Donc, pour trouver un équilibre, il faut trouver des muscles en avant. Ah tiens, il n'y en a pas. Ici, il y en a. Le diaphragme, on y revient. Notre fameux diaphragme, alors je crois que Capandji va encore un schéma du diaphragme, merci. On l'a vu tout à l'heure, une très belle photo du diaphragme avec son étoile, son trèfle plutôt élastique. Voilà. Et, on n'a pas dit, il y a ici les muscles piliers du diaphragme. L3, L2, L1. Et ces piliers du diaphragme, eh ben, ce sont eux qui sont les muscles couples des muscles postérieurs. Ces piliers du diaphragme vont bien fonctionner s'ils sont mis en position légèrement étirée, en lordose. Si vous êtes en syphose, vos piliers du diaphragme, ils sont en position courte, comme mon biceps tout à l'heure, pas efficace. Étiré, efficace. Trop étiré, pas efficace. Donc, ces piliers du diaphragme, eh ben, ce sont les muscles qui équilibrent nos vertèbres L1, L2, L3. Qui respire bien? Personne. Problème. Bien respirer, on l'a vu tout à l'heure, c'est appuyer son diaphragme pour écarter des côtes. Oui, mais on l'a vu tout à l'heure. Le diaphragme, il s'appuie, c'est trop mou. Les côtes sont toujours écartées. Il n'y a plus de dynamique du diaphragme. Normalement, quand on respire calmement, c'est 3 cm. Ça ne bouge pas beaucoup, en fait. Hein? C'est le milieu du diaphragme qui est fait avec ce qu'on appelle le centre phrénique, des petits muscles qui viennent s'attacher tout autour de ça. Sur les côtes. Et comme ce centre phrénique est fait avec le tissu conjonctif, c'est assez souple a priori, ou peu réactif, et ce qui explique ce que tu es en train de dire. Or, notre diaphragme fonctionne en neuroproprioceptif, inconscient bien entendu. Pour bien fonctionner, il faut un appui. Si je n'ai pas d'appui, je m'appuie. Je ne peux pas bien fonctionner en réponse économique. Je peux fonctionner, mais en volontaire. D'accord, mais pas en économique, involontaire. Marcher dans la base. Voilà, tout à fait. Je dois donc m'appuyer pour que ça descende efficacement et que mes côtes s'écartent. Mais il faut que l'élasticité me permette, au nucléaire, que ça remonte et que l'élastique fasse le mouvement inverse. Les côtes élastiques sont élastiques. En plus, tu as les viscères qui sont assez lourds et l'abdomen qui n'est pas forcément très tendu. Donc, il faut compter sur l'élasticité. Pas de chance, elle n'est pas très bonne non plus pour le retour. Alors, le retour, il faut compter sur quoi? Sur les muscles, encore une fois. Parce qu'il n'y a pas l'élastique, il faut les muscles. Quels muscles? Pour faire remonter le diaphragme, s'il n'est pas sur l'élasticité, il faut le pousser. Il faut le pousser avec les muscles de gaine. Faites des abdominaux. Ah oui, mais c'est pas ça, les abdominaux. Quand vous faites en gymnastique des abdominaux, et vas-y, et vas-y, et vas-y, c'est les droits antérieurs et un peu les obliques. Non. Les muscles de gaine qui vous chassent la masse abdominale vers le diaphragme pour qu'ils puissent être en neuroproprioception élastique, ils sont transverses, grand oblique. On dit abdominaux, mais c'est faux. Ils sont thoraciques, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e côte, tournent jusque là. La ceinture. Voilà, thoraco-abdominal. Et effectivement, ils aident, en contractant, ils aident à baisser les côtes. Donc mon diaphragme, il va être poussé par les abdominaux, il va remonter, les côtes vont être poussées par le grand oblique, s'il n'y a pas d'élasticité suffisante pour revenir, ou les aider à revenir en position basse. Et une fois qu'ils sont en position basse, cette synergie antagoniste, c'est-à-dire les muscles abdominaux et diaphragme, doivent fonctionner ensemble, mais à l'inverse. Quand l'un se contracte, l'autre se relâche. Quand celui-là se contracte, celui-là se relâche. Si vous vous crispez et votre diaphragme est bloqué, vous n'avez pas soufflé. Problème. Si votre ventre est bloqué, vous n'avez pas respiré à baisser non plus. Or, vivre de la peur au ventre, c'est mal respirer. Encore une fois. Sans ventre, pas de chance non plus. Il n'y a pas la masse abdominale pour s'appuyer. Les anorexiques qui pèsent 40 kg pour 1m60,
qui ont un ventre très creux, elles souffrent du dos comme c'est pas possible. Et un autre problème là, c'est les ballonnements fréquents. C'est que la poche arrière gastrique et le côlon sont quelquefois pas mal distendus par de l'air. Tout à fait. Bonne remarque. Cette transmission de la force de serrage de la gaine se fait sur du liquide. Le contenu intestinal est liquide, jusqu'au côlon. Après, ça se déshydrate, effectivement. Mais quand il est gazeux, vous appuyez sur du méthane, hein, sur rien. Résultat, vous ne transmettez pas bien la pression abdominale au diaphragme. Et donc, vous êtes gêné dans ce couple, encore une fois, couple à l'équilibre, diaphragme-abdominaux. Résultat, ça ne fonctionne pas. Si vous avez une hernie, une éventration, pas bien non plus. Si vous avez une cicatrice qui vous fait mal et que vous n'osez pas bouger ce ventre parce qu'il y a une cicatrice, ça ne fonctionne pas bien non plus. Bien des lombalgiques, je vois en décompensation parce qu'ils ont eu une célioscopie, même que ça. On dit on ne fait pas de dégâts, d'accord, mais le muscle, lui, il ne va pas apprécier qu'on lui passe à travers. Et donc, douleur, décompensation du soutien équilibré. Il n'y a pas d'équilibre, donc il y a forcément un excès de contrainte musculaire pour tenir ce déséquilibre. Voilà comment il faut concevoir la neuroproprioception. Ce système, je dirais, musculaire et articulaire, nous aide à maintenir notre tête dans l'espace et à maintenir une pression dans le canal rachidien. Quand l'abdomen est crispé, vous faites un effort de soulèvement, vous augmentez la pression abdominale. Et cette pression abdominale se transmet dans les structures liquidiennes, nerveuses, liquide céphalorachidien, jusqu'à la tête. On dit à faire des gros efforts de soulèvement et surtout en valsalva, c'est-à-dire quand on bloque la glotte, ça vous congestionne la tête jusqu'à vous donner même de l'hypertension intracrânienne, veineuse et liquide céphalorachidien. Si tout ça crée une hyperpression, entre nous souvent ça va avec les hémorroïdes d'ailleurs, l'hyperpression abdominale gêne le reflux hémorroïdaire, crée des hémorroïdes de toutes pièces. La constipation en rajoute une couche aussi, bien entendu. Donc cette pression, si elle est trop élevée en permanence, les maux de tête, je pense qu'ils viennent tout seuls. L'hypertension crânienne, je dirais bénigne, mais douloureuse quand même. Un dernier élément qui mérite réflexion, mais je n'ai pas de réponse, mais je pose la question, c'est notre réticulé. Notre réticulé rhombo-mésencéphalique, compliqué, c'est à la base du crâne. C'est à la base du crâne, et cette réticulée, qui est notre cerveau archaïque, les reptiles ont le même, ce cerveau archaïque va tout régler. Il règle notre thermogénèse, via l'hypothalamus, il règle notre système du sommeil, via aussi, c'est ce qu'on appelle la réticulée, il règle le système du sommeil. C'est un filet, comme un filet. C'est un système diffus, on va dire. Il y a des noyaux, enfin cellulaires, mais c'est diffus. Il règle notre réveil, il règle notre système circulatoire, cardio-circulatoire, il règle notre système respiratoire, il règle par le voie du cervelet le tonus descendant, on est plus ou moins crispé sur ses appuis. Bref, cette réticulée, c'est un chef d'orchestre ici. Et dans cette région-là, il se passe bien des mystères. Là, j'ai dans ma population et là dans l'os, une personne, enfin, je vais prendre deux, enfin, pas sûr du diagnostic, qui a déjà été opérée d'une malformation dite d'Arnold-Chiari. On a évité l'opération chez une parce qu'il y a des fausses d'Arnold-Chiari. Voilà. Il faut se méfier. Voilà. Sa sœur ne l'a pas, donc elle a évité, elle était dans l'os aussi, elle a évité l'intervention dite pour l'Arnold-Chiari. L'Arnold-Chiari, c'est quoi? C'est le système de suspension du cervelet, on va dire, principalement, qui ne tient pas pour une raison malformative ou un hamac pas efficace. Et ce système, je dirais, nerveux qui descend dans le trou occipital, je pense que la circulation sanguine ou du LCR à ce niveau-là, ce n'est pas des compressions directes franches, mais doit être perturbée. Et qu'est-ce qu'il y a à cet endroit-là? Notre réticulé. On dit mal gérer les pressions autour de ce trou occipital, c'est pourquoi pas générer des souffrances de la réticulée, trouble du sommeil, trouble de l'éveil, la vigilance, trouble de la thermorégulation, trouble de la vasomotion, les sueurs, trouble
Tout ça, c'est le premier relais avant les relais médulaires. Autre particularité que j'ai lue, dans ce système de réticulé, c'est là où on trouve les seuls neurones branchés directement aux vaisseaux cérébraux. Les vaisseaux cérébraux n'ont pas de vasomotion, classiquement, et pourtant, là, il y a des neurones branchés directement sur les vaisseaux. Or, bien des migraines, maintenant, sont attribuées à un déclencheur rhombencéphalique. Est-ce que les migraines de l'élan dans l'os ne sont pas liées à cette irritation réticulée et de ces fameux branchements neurovasculaires locaux, seulement que là. Donc voilà, la neuroréception, ça... Je peux enchaîner sur ce que tu viens de dire. Bon, ce sont des avancées qu'on essaie de faire avec différentes techniques. Tu parles de la réticulée qui nous intéresse depuis bien longtemps, puisque c'est l'équilibre veille-sommeil, et qu'on a remarqué chez les personnes qui ont ce syndrome que beaucoup d'entre elles sont fatiguées, mais il n'y a pas que de la fatigue, ça ressemble assez à de la somnolence, dans de la narcolepsie, on s'endort, et le sommeil, on n'arrive pas à s'endormir quelquefois, où on se réveille, et le matin on se réveille fatigué, et qu'il y a un déséquilibre. Alors, justement, alors il faut bien rajouter tous ces autres éléments possibles, mais la réticulée, on la regarde très attentivement en ce moment, et il y a eu un certain nombre d'investigations par IRM cérébrale qui ont été faites. On est en train de dépouiller avec le professeur Freddy, d'ailleurs Freddy, qui a mis au point une technique particulière, avec un cours de flash, de choses qui sont très intéressantes, et il me dit, voilà, tu vois, voilà, on voit un décor, là, c'est bon. Et on voit effectivement des choses qui se passent sur la réticulée, qui est peut-être dans des substances blanches, parce que dans le cerveau, il y a aussi du collagène, y compris dans le cerveau lui-même, il n'y a pas les neurones, autre chose. Encore qu'ils sont vascularisés, comme tu dis, etc. Et que justement, on peut trouver des liens entre tout ça. C'est assez compliqué, vous l'avez vu, mais c'est compliqué, le syndrome aussi, c'est déroutant. Mais si on arrive à relier toutes ces choses-là, ça va être quand même très intéressant parce qu'il y a aussi des possibilités thérapeutiques, notamment de la narcolepsie, etc. D'où les études au centre du sommeil ici, d'où les IRM, qu'on ne fait pas à tout le monde, mais on en a déjà un certain nombre. Et il y a un autre élément qui est visible également, qui nous frappe, parce que le professeur Freddy, il fait une IRM, il voit l'image du cerveau, il dit, peut-être un syndrome. Et effectivement, elle en a un, je l'ai vu avec lui, seulement parce qu'avec l'IRM, parce qu'il y a des aspects un peu particuliers qui ne sont pas du tout d'atrophie cérébrale, il n'y a pas de choses comme ça, on ne serait pas si intelligent quand on a le syndrome, entre parenthèses, pas tout le monde, mais beaucoup quand même, si il y avait des atrophies cérébrales, il n'y en a pas, il ne faut pas avoir peur de ça, mais les sillons sont très marqués, peut-être les méninges, les vaisseaux, et justement les tensions intracrâniennes, alors ce que tu as dit, peut-être clarifier, mais aussi ça, les mots de tête sont si violents, comme on entend dire, n'est-ce pas, justement, c'est peut-être dû à ce qui se passe, que tu es en train de commencer à l'écrire, et en complément avec les ménages, la peau du cerveau, les vaisseaux qui sont faits, évidemment, avec du collagène et autres, je sais pas. Et ces vaisseaux du cerveau peuvent être justement un peu épaissis, un peu volumineux. Ça crée, on est plus facilement excitable pour la migraine, parce que font des problèmes visuels, tout de suite ça fait mal. Tout le monde a ça, en gros. Et là, peut-être plus à cause de ces vasodilatations qui sont sur le cerveau. Alors, on est en train d'avancer. Ton exposé est remarquable. Il est suivi, et je le sens avec beaucoup d'attention. Il est très technique, il est très précis. Tu expliques vraiment bien les choses et je suis sûr qu'il y a de la résonance. Moi, je l'ai senti. On va en reparler parce qu'on est en train de comprendre certaines choses. Alors, si on comprend bien, peut-être on va arriver à trouver... Je déconseille à vos enfants les sports de combat, parce que chaque coup sur la tête, c'est le cerveau qui... Quel examen faire observer ce réticulé? Alors je pense que les IRM en 3 Tesla... Non, il y a des techniques d'IRM. L'imagerie en 3 Tesla. Cérébrale, on peut les voir avec ça. Mais pour que ça soit prédit,